m'appelle Stéphane Marcotte, je suis maître de conférence à Paris 4, à la Sorbonne. Et j'enseigne l'ancien français, donc je suis médiéviste, spécialisé dans l'étude de la langue de du Moyen-Âge, du Moyen-Âge français. Et j'enseigne à l'école professorale depuis cette année. Ce sont des liens d'amitié, d'admiration qui m'ont conduit ici. J'en suis extrêmement heureux pour toutes sortes de raisons, parce que j'y retrouve le véritable esprit de l'université, c'est-à-dire un esprit d'universalisme, de tolérance, de curiosité aussi. Nous ne sommes pas compartimentés, chacun dans notre UFR, dans notre département, mais nous parlons ensemble. Nous rencontrons des philosophes, des géographes, des historiens, des scientifiques. C'est une expérience d'université au sens propre, au sens de l'universitas, donc médiéval, qu'il est très rarement donné de faire, et de moins en moins dans les grands centres universitaires qui sont de plus en plus spécialisés. On travaille de plus en plus dans des unités spécialisées. Donc j'enseigne l'ancien français. J'ai enseigné l'année passée pour des agrégatifs et des candidats au CAPES sur le programme de l'agrégation, donc de cette année 2019, où nous avons travaillé sur les laides Marie de France, avec un auditoire assez hétéroclite, donc cela rend la tâche d'enseignement un peu délicate, mais en même temps intéressante, parce qu'il faut à la fois initier et en même temps entrer dans le détail d'un texte compliqué. Je voudrais surtout ajouter ceci, c'est que l'ancien français, les étudiants le connaissent essentiellement comme épreuve académique, donc dans les concours de recrutement, agrégation, différentes agrégations de lettres, lettres modernes, des lettres classiques, grammaire, et de CAPES, des lettres modernes et surtout des lettres modernes. Je ne crois pas qu'il y en ait en lettres classiques. Mais je voudrais insister sur le fait que l'étude de l'ancienne langue est en fait, je dirais, indispensable pour un professeur de lettres, quel que soit le niveau dans lequel il enseigne, parce que l'étude de l'histoire de la langue permet de comprendre un certain nombre de phénomènes qui sont totalement incompréhensibles autrement. Je pense notamment, surtout, mais il n'y a pas que cela, à l'orthographe, par exemple. Comment expliquer à des élèves pourquoi le mot « eau » s'écrit EAU ? Eh bien, seule l'histoire de la langue permet de le faire. Pourquoi un cheval des chevaux, etc. Que signifie l'expression « avoir maille à partir », par exemple ? Que signifie « sans coup fait rire » ? Pourquoi dit-on « je sous-signé » ? Etc. Toutes sortes de tours syntaxiques figés qui ne s'expliquent que comme résidus de l'ancienne langue. Donc je dirais dans un premier temps que l'étude de l'ancienne langue est indispensable pour tout professeur de lettres, et que même si, par exemple, au CAPES, cette épreuve est dotée d'un coefficient assez maigre, eh bien, ce n'est pas une raison pour la négliger. Et je crois que tout étudiant ayant sérieusement travaillé l'ancien français en tirera un énorme profit lorsqu'il se retrouvera devant ses élèves, parce qu'il aura une quantité de choses à leur apprendre sur la langue, sur l'histoire de la langue, les secrets de la langue. Et je pense que beaucoup d'élèves seront très très contents d'apprendre des choses, le sens d'expressions courantes, mais énigmatiques, de comprendre pourquoi tel mot s'orthographie de telle façon, etc. C'est un outil pédagogique d'une puissance assez considérable, et j'en ai fait moi-même l'expérience ayant enseigné 4 ans dans une zone d'éducation prioritaire où je ne me suis jamais ennuyé, et j'espère n'avoir jamais ennuyé non plus mes élèves. Je voudrais également ajouter le fait que pour un historien, par exemple, ou pour un philosophe, eh bien, l'étude de l'ancienne langue peut être d'un très grand profit. Je pense particulièrement aux historiens qui ont affaire à des textes médiévaux. Très souvent, on s'aperçoit que les historiens ne comprennent pas très très bien les textes qu'ils lisent, parce qu'ils n'ont pas étudié la langue, ils travaillent sur le tas, et cela est un peu préjudiciable pour eux, y compris pour des textes des XIVe et XVe siècles qui se lisent apparemment assez facilement,
mais qui recèle quantité de pièges. Il y a quantité de faux amis dans ces textes, y compris dans les chartes médiévales, par exemple. Donc je voudrais inviter tous ceux qui, non seulement notre public est spécifique d'étudiants de lettres, à venir suivre ces cours d'ancienne langue, dans une perspective vaste, et pas uniquement en songeant au concours, pas uniquement dans une perspective académique, mais en tant qu'outil de formation générale, mais également inviter les historiens, par exemple, ou les philosophes, à venir se cultiver et apprendre à pouvoir accéder, je terminerai là-dessus, à plus d'une demi-douzaine de siècles de littérature, qui sont à peu près interdits si on n'a pas étudié l'ancien français. La littérature française commence au IXe siècle. L'ancien français, traditionnellement, se clôt au XIIIe siècle, puis il y a le moyen français qui se clôt au XVe siècle. Cela fait 7 siècles. 7 siècles et peut-être 8 si l'on intègre également le XVIe siècle, qui nécessite une très bonne connaissance de l'histoire de la langue. Donc, si l'on ne veut pas se priver de ce trésor, eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une chose à dire, faisons d'ancien français.